Neuvième et dernier épisode. Falky. Du ciel, couleur d'acier, tombe une pluie lourde qui noie à moitié notre feu. Les arbres nous offrent un bien maigre abri et nous grelottons en ruminant notre infortune. Tout va de travers. Cette expédition est un désastre, lance Rurik, le plus vieux d'entre nous, avec déjà plus de 10 expéditions à son actif. Tout va de travers parce que nous avons eu la bêtise de nous allier à plus fourbe que nous. Qu'est-ce que tu sous-entends, Falky ? Je vois bien que Rurik a du mal à prononcer mon nom. Dans sa bouche, il sonne comme une insulte. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours inspiré ce dégoût chez mes semblables. La faute à mon crâne chauve, ou à la cicatrice qui me donne un sourire de fou ? À ma grande taille, à ma maigreur ? Peu importe. Si ce n'est pas agréable, au moins c'est bien pratique. Provoquer la peur ou la répulsion évite de longs discours. Je remercie les dieux de m'avoir offert un corps qui parle à ma place. Je ne sous-entends rien. Je constate simplement que rien de ce qui nous a été promis n'a été tenu et que beaucoup d'entre nous sont morts pour défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Les hommes massés autour du feu grognent. Ils savent que je n'ai pas tort. Je décide alors de pousser plus avant mon propos. Gudrod a été un bon chef, peut-être le meilleur de ceux que j'ai connus. Courageux, malin et prudent à la fois, il nous a souvent menés vers la gloire et la fortune. Je dis pas le contraire. Mais regardez-nous. À cause de lui et de ses choix désastreux, nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants misérables, perdus au milieu de ces marais, sans certitude de rentrer un jour au pays. Et tout ça pourquoi ? Pour nous retrouver au milieu d'une querelle de pouvoir entre seigneurs, comme des mercenaires de bas étage qu'ils sacrifient à volonté. Non, moi je vous le dis, ces maudits bretons nous manipulent depuis le début. D'ailleurs, qui nous dit que ce ne sont pas eux qui ont dérobé le trésor, ? Qui nous dit que tout ça c'est pas une vaste comédie ? Je t'aime pas, Falky le fourbe, crache brusquement Thorfinn doit couper. Et je suis pas du genre à médire de mon chef. Mais sur ce point, on ne peut pas dire que t'as tort. Moi aussi, je m'interroge. Tu crois vraiment ce que tu dis, Rurik ? C'est un peu tordu comme idée, non ? Ne laissant pas le temps à Thorfinn de répliquer, je me lève brusquement. Les gars, il faut en avoir le cœur net. Allons à l'abbaye. On fouillera tout. Et là-bas, je vous le promets, on trouvera l'objet que ces chiens nous accusent d'avoir volé. Et au passage, nous nous paierons de nos efforts en ramassant ce qu'il y a à prendre. Allez, qui est avec moi ? Les hommes se regardent, interdits. Je redoute un instant de les voir reculer, mais ce serait bien mal les connaître. Jamais ils ne laisseraient passer une telle opportunité. Thorfinn, le premier, se lève et dépose un lourd crachat sur les braises. « Partor est mon doigt perdu. J'en suis, annonce-t-il. Puis l'un après l'autre, ils se lèvent, tous, à l'exception de Rurik, qui laisse son regard planté dans les flammes. Nous sommes de retour de notre expédition au mi-temps de la nuit et nous échouons sans un bruit notre snekia sur la vase. Il était temps, car la marée se fait sentir jusqu'ici et le fleuve ne sera bientôt plus qu'une simple rivière que l'on peut traverser en quelques enjambées. Nous rejoignons le camp. Des torches éclairent la nuit. Gudrod et le reste des hommes nous attendent. À ses côtés, Rurik me toise d'un air mauvais. C'était à prévoir. Tant pis, je ne vais pas me dérober maintenant. J'ai toujours honoré mes rendez-vous. J'avance, la main levée en signe de paix et demande la parole. Mais pour toute réponse, c'est le poing de Gudrod qui me cueille au menton. Le salopard, il est vieux, mais il cogne toujours aussi fort. Je crache le sang qui envahit ma bouche en préparant une réplique. Mais c'est pas le moment de l'énerver plus encore. Alors, je fais ce qui me semble être le plus sage. Je mets un genou à terre. J'implore ton pardon, Gudrod. Je me suis laissé emporter par mon désir d'en découdre. C'est l'inaction qui m'a rendu fou. Je choisis soigneusement mes mots, mais mes paroles sonnent faux à mes propres oreilles. Gudrod n'est pas dupe. Le vieil ours ne se laisse pas si facilement berner. Je me contrefous de tes piteuses excuses, Salara, hurle-t-il. Depuis le début de notre périple, tu as fait chaque jour un pas de plus sur le chemin de la forfaiture. J'ai deviné ton petit jeu depuis bien longtemps, et ma plus grave erreur a été de ne pas intervenir plus tôt. Ivre de colère, il désigne un par un les hommes qui m'ont accompagné. Et vous, reprend-il, vous, mes camarades, mes fils, mes frères, vous pour qui j'ai vécu sans bataille, pourquoi tout gâcher si près du but ? À cause de vous, cette maudite Wembrit et ses hommes seront ici à l'aube, et nous ne sommes plus assez nombreux pour leur tenir tête. Vous y avez pensé avant de partir comme des idiots pour vos exploits nocturnes ? Il finit par se taire, l'air épuisé. Thorfinn, reprend-il dans un souffle, allez, raconte-moi vos prouesses. Dites-moi au moins que vous avez trouvé quelque chose.
Rien, si ce n'est du vin, répond l'autre en se léchant les lèvres comme pour en retrouver le goût. Les yeux de Gudrod s'arrondissent de surprise. Du vin répète-t-il en s'étranglant à moitié. Voyant croître la colère de son chef, Thorfinn doit couper, préfère continuer. Nous avons découvert un passage au pied du promontoire, une sorte de tunnel qui remonte vers le monastère. Je te jure que notre idée était de fouiller les lieux le plus discrètement possible. Mais lorsque nous avons découvert cette barrique, toute notre volonté s'est envolée au fur et à mesure que le vin était bu, et puis on nous a repérés. 3 soldats nous sont tombés dessus. Gudbjörn y a laissé sa peau, alors on a préféré se replier pour te prévenir. Formidable hurle Gudrod, affligé. Un mort de plus. Mais quelle offense ai-je pu faire au dieu pour qu'il m'abandonne à ce point? Ce disant, il nous toise tous, et beaucoup ne parviennent pas à soutenir son regard. Allez vous préparer, reprend-il sur un ton plus calme. Je suis sûr que les Bretons sont déjà en route. Mais j'ai peut-être une idée pour nous sortir de ce guêpier. Puis il se retourne et me fixe un instant de ses yeux noirs de colère avant de murmurer, les dents serrées. Quant à toi, tu ne t'en tireras pas si facilement. J'ai aussi un plan qui te concerne. À l'aube, ils sont là. Des dizaines de soldats et presque autant de cavaliers qui entourent Wembrit, l'abbé Convoyon, et Yarnok, le guerrier. Gudrod avance vers eux, une main en l'air, en me traînant par les lanières de cuir qui entravent mes poignets. Il expose la situation, implore le pardon, plaide la folie passagère d'un homme et propose de me livrer à leur justice en gage de bonne volonté. Pendant que Gudrod débite péniblement son discours en butant sur chaque mot, Wembrit me jauge de son regard froid. Ses yeux me sondent et plongent directement dans mon âme. Je ne peux réprimer un frisson. Cette femme n'est pas le genre de personne à qui l'on résiste longtemps, et quelque chose me dit que j'ai intérêt à choisir rapidement mon camp. « Il suffit, crie-t-elle. Nous perdons notre temps. D'abord, le vol de la relique, puis cette incursion au monastère, c'en est trop. Gudrod, tu souhaites que je rende la justice? Soit. Alors, voici ma décision. J'estime que le sang a assez coulé. Aussi, je consens à vous laisser à tous la vie sauve. Cependant, je ne peux faire autrement que de laver l'affront dont nous avons été victimes. J'ordonne donc un duel judiciaire selon nos coutumes. Gudrod, tu seras mon champion face à Falki le Fou. Mais attention, il y a une condition. Quel que soit le vainqueur, j'exige que vos hommes me prêtent allégeance et se mettent immédiatement en quête de la relique volée. Ce serment ne sera délié qu'une fois l'objet en ma possession. Et ceci n'est pas négociable. Gudrod reste un instant interdit. Comme moi, il a compris que nous ne sommes que du menu fretin à côté de ce genre de personnes. Wembrit vient en un éclair de retourner la situation à son avantage. À moi de faire en sorte d'en profiter pour me sortir de là. Le temps de quelques préparatifs, et nous nous retrouvons face à face, nus jusqu'à la taille, les poignets reliés par une corde qui nous empêche de nous éloigner l'un de l'autre. Au signal, nos poignards fendent l'air, et je suis le plus chanceux, car j'arrive à marquer d'un sillon sanglant la poitrine de l'ours qui en recule de surprise. Nous nous affrontons du regard. Gudrod est fort, très fort, et il a pour lui sa longue expérience du combat. Sa respiration est calme, maîtrisée, et il sait jouer de son équilibre. Pour ma part, je suis plus vif, plus souple, et surtout plus jeune. Mais cela, mon adversaire le sait aussi, et échaudé par notre premier échange, il préfère me laisser l'initiative. « Approche, approche le rat !» grogne-t-il en passant sa lame d'une main à l'autre pour me déstabiliser. « Tu as peur, hein ?»« De toi, non, » dis-je en ricanant, fier d'avoir fait couler le premier sang. Wembrit, en revanche, me terrorise. Je redoute le moment où je devrais lui rendre des comptes, une fois que tu seras mort. Tout en parlant, je jette un coup d'œil furtif en direction de la Bretonne et m'aperçois qu'elle interroge du regard l'abbé à ses côtés. Ils doivent certainement chercher à savoir ce que nous nous disons. Sans Margit pour les traduire, nos insultes n'ont pour eux aucun sens. D'ailleurs, où se cache-t-elle, celle-là? Soudain, Gudrod reprend l'initiative. Profitant de sa force, il tire brusquement sur la corde pour m'attirer vers lui. Et c'est de peu que j'évite le couteau avec lequel il essaie de m'embrocher. Je m'écarte vivement, mais je ne réussis pas, cette fois, à esquiver le coup de genou qu'il me porte à la cuisse et qui m'arrache un cri de douleur. Une soudaine fureur s'empare de moi, et je repars à l'attaque sans attendre, ce qui prend l'ours par surprise. Les coupures s'entrecroisent sur son torse et ses avant-bras. Il ne parvient à se dégager qu'au prix d'une poussée formidable qui me fait perdre l'équilibre.
Il ne me laisse pas le temps de me ressaisir et me décoche un formidable coup de poing qui vient me percuter à la tempe. Je vacille et tombe lourdement sur le sol, à demi évanoui. La suite n'est que confusion. J'entends mes frères d'armes applaudir ma chute. Je devine Yarnock remuant la tête en signe de dégoût. J'entends le nom de Gudrod scandé par la foule, et je vois Fidweten, le moine enquêteur, surgir de nulle part et parler à l'oreille de son abbé sur le bord de la Lys. Sortant peu à peu de ma torpeur, j'entends Gudrod qui s'adresse à ses hommes, se vantant de la façon dont l'ours a écrasé la vipère. Je devine qu'il a l'intention de m'achever sur place. Je cherche mon couteau du regard et je ne le vois pas. Cherchant désespérément une autre solution, poussé par l'énergie du désespoir, je bondis sur mes pieds et enroule la corde autour du cou de Gudrod, tout en le poussant violemment. Il chancelle et tombe à son tour en se débattant comme un beau diable. Mais je tiens bon et bloque son bras armé sous ma jambe, en serrant le lien encore plus fort, jusqu'à ce que je sente son corps se relâcher après un dernier soubresaut. La vipère avait encore un peu de venin en réserve. Le silence règne à présent au sein de l'assemblée. Je me relève doucement et soutiens le regard de chacun des hommes qui sont désormais sous mes ordres. Pas un de branche. Je peux alors me retourner serein vers Wembrit et sa troupe. Je vais devoir jouer serré. « Je te félicite, commence-t-elle. Te voilà mon obligé. » Je ricane et lui rétorque. Je ne sais pas ce que « obligé » veut dire. Et pour ponctuer ma phrase, je crache au pied de mon interlocutrice. C'est osé, mais il me faut installer rapidement un rapport de force et non de soumission entre nous deux. Yarnock s'avance aussitôt, mais Wembrit le retient. « Qu'on me trouve cette garce d'interprète avant qu'un malheur n'advienne, hurle-t-elle. Cette scélérate est déjà loin. L'intervention de Convoyons couvre toutes les langues qui s'agitent. Fidweten vient à l'instant de tout me révéler. On nous oppose les uns aux autres, s'agite-t-il, et la responsable en est cette traductrice que vous avez amenée avec vous, homme du Nord. Fidweten prend alors la parole. Lui, l'homme de l'ombre, a mené son enquête. La rousse introuvable depuis la veille. Des cheveux rouges trouvés sur le corps du gardien égorgé. Des pas de femme filant vers l'est sur la berge d'en face. La déduction est simple. Pour arriver à ses fins, Margit a séduit Vimund avant de l'assassiner et de cacher le trésor à proximité du camp où elle a eu tout loisir de le récupérer avant de s'enfuir à la faveur de la nuit. Et voilà pourquoi vous êtes innocent, conclut-il en s'adressant à nous. Vous n'avez pas trahi la parole donnée. Margit n'était pas de votre camp. Elle n'était qu'une esclave émancipée par son mariage avec l'un des vôtres. À la première occasion, ne voyant que son intérêt, elle s'est enfuie avec l'objet le plus précieux que vous possédiez. Il n'est pas trop tard pour la rattraper, gronde Yarnock en s'avançant vers Wembrit. Donnez-moi 5 hommes et, soudain, un son lugubre l'interrompt. C'est un corps qui résonne de l'autre côté du fleuve. Erispoé, déjà s'interroge le guerrier. Non, c'est impossible. Wembrit le regarde, les yeux exorbités. Partons, ordonne-t-elle. Et vous aussi, Falky, déguerpissez au plus vite avec vos hommes et vos navires. Elle sort alors un parchemin de sa manche et me le tend d'un geste vif. Nous nous retrouverons dans 3 jours, à l'emplacement indiqué sur cette carte. N'oubliez pas votre serpent. N'oubliez pas votre serment. Si vous m'obéissez, je ferai de vous un homme riche, Falky. Riche, vous m'entendez? Et je pense que ce mot-là, vous le comprenez fort bien. Puis tous s'éclipsent en silence, même les moines, me laissant avec le sentiment étrange que cette histoire ne fait que commencer. Volumen Fidweten 6, 8. La gifle de Margit me cueillit par surprise. Cette douleur, je la ressens encore, mais c'est le prix à payer pour la cause que j'avais choisi de défendre. Je te l'ai dit, lecteur. Dans ce récit, j'ai décidé de ne rien occulter, ni mes traîtrises, ni mes mensonges, ni mes péchés. Alors si tu es prêt à l'entendre, voici l'exacte vérité. Je me nomme Fidweten, et je fais partie d'un ordre ancien que l'on appelle la confrérie des veilleurs. Sa mission véritable, je ne peux te la révéler, mais sache qu'il y va de l'équilibre des mondes. Il y a de cela plus de 2 décennies,
je suis devenu le disciple du vénérable Gerfred, qui, après m'avoir recueilli, m'a initié. Mais cela, bien peu de gens le savent. Gerfred était le détenteur d'un livre ancien, originaire de la lointaine Byzance, qu'accompagnait un curieux objet. Je passai plusieurs années dans un ermitage isolé de l'Ouest avec Gerfred, puis une série d'événements terribles, que je n'ai pas le temps de te narrer ici, fit éclater notre petite communauté. Gerfred n'eut d'autre choix que de se réfugier à Roton pour, du moins officiellement, enseigner la règle bénédictine aux frères du tout nouveau monastère de la cité. Nous décidâmes de nous partager les précieuses reliques que nous avions juré tous les deux de protéger à tout prix. À moi le livre, à lui l'objet. Gerfred était un grand homme, doté d'une volonté d'airain et d'une intelligence sans pareille. Néanmoins, il eut une faiblesse, celle de se confier à un abbé qui, à la prière, préférait la politique. Et Convoyons, puisque c'est de lui qu'il s'agit, révéla le secret de mon mentor à Nominoé, son ami. Ce dernier se passionna pour cette relique et le pouvoir mystérieux qu'on lui attribuait, au point d'offrir sa protection aux moines. Mais peu à peu, l'intérêt de Nominoé pour l'objet se mua en véritable obsession. Il voyait certainement là l'instrument capable de servir son ambition et ses rêves de grandeur. Affaibli, fatigué, et surtout méfiant, constatant que la situation lui échappait, Gerfred me demanda de venir le rejoindre pour l'épauler. Mais il était déjà trop tard. Après avoir échappé de peu à un traquenard qui faillit lui coûter la vie et le précieux objet, mon maître fut contraint de fuir la Bretagne, emportant avec lui son trésor inestimable. Pendant quelques années encore, j'eus de ses nouvelles par le biais de missives régulières dans lesquelles il m'informait des déplacements incessants entre les différents établissements monastiques des bords de la Ligéria, auxquels il était contraint pour semer ses poursuivants. Hélas, ces lettres, que je cachais soigneusement, me furent un jour dérobées. Fort heureusement, mon nom n'y était jamais mentionné, mais j'enrageais d'avoir par négligence compromis la sécurité de mon ami. Lorsque quelque temps plus tard j'appris son décès, j'en fus anéanti. L'objet était perdu à jamais. J'avais lamentablement échoué dans ma mission. Une lueur d'espoir vint cependant éclairer ma mauvaise fortune, car pour une raison que j'ignore, le fils avait hérité de l'obsession de son père. Devenu roi, Erispoé déployait des trésors d'ingéniosité pour mettre la main sur la relique. Sur le plan militaire, tout d'abord, il contraignit les Francs à la négociation. Puis sur le plan diplomatique, il parvint à repousser encore et encore les frontières de son royaume vers l'est. Peu à peu, Erispoé plaçait ses pions, mais c'était sans compter sur Convoyons, qui avait décidé de faire entrer un autre concurrent en lice, Salahin. Je vis dans ce conflit de titans l'occasion inespérée de reprendre mon rôle. Grâce à Fulchric, mon jeune disciple et précieux informateur, j'eus vent du pacte qui liait Salahin à une troupe de mercenaires venus du nord. Je décidai aussitôt de contrecarrer l'initiative en faisant prévenir Erispoé, car je n'avais aucun doute, la relique devait rester cachée. Le roi eut toutes les peines du monde à rassembler toute une armée. Et ce n'est qu'au retour de la flotte païenne qu'il fut en mesure de lui barrer la route. Cependant, contre toute attente, les morlériennes réussirent à passer. Imagine, lecteur, quelle fut ma surprise de découvrir sous nos murs ces mêmes païens que j'avais voulu stopper à tout prix. Mais je fus encore plus sidéré lorsque je compris qu'ils avaient en leur possession la relique tant convoitée. Je décidai alors de tout mettre en œuvre pour la récupérer. Comme à mon habitude, je fis en sorte de rester dans l'entourage immédiat de Convoyons, car c'était l'endroit idéal pour glaner des informations. Et dans le même temps, j'envoyai Fulchric prévenir le roi pour la seconde fois. Dès que le lieu de la transaction eut été connu, je descendis le fleuve à la faveur du crépuscule. Une fois sur place, je me dévêtis entièrement avant de m'enduire le corps de cette vase noire que l'on trouve en abondance sur les bords de la Visnonia, et telle une ombre, je me glissai dans le camp des païens. Il ne me fut pas difficile de découvrir l'endroit où était dissimulée la relique. Pour trouver un trésor, il suffit souvent d'en débusquer le gardien. Ce fut un crève-cœur de devoir l'éliminer. Mais vois-tu, lecteur, il me barrait le chemin, et que Dieu me pardonne, il a des missions face auxquelles une vie ne pèse pas grand-chose. Voilà, lecteur, tu connais maintenant mon pire péché. Une fois mon forfait consommé, je me fondis dans la nuit et rejoignis mon esquif, dissimulé dans les roseaux. Je n'avais plus qu'à rentrer au monastère. Peut-être seras-tu surpris, lecteur, par le fait que ma jambe raide ne m'ait en aucun cas gêné durant cette aventure. C'est tout simplement parce que cela faisait des mois que je simulais cette infirmité.
C'était l'une des astuces de mon maître, Gerfred, pour s'allier les puissants, en général bien trop orgueilleux pour voir dans un infirme un potentiel rival. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Convoyant me charge de l'enquête sur le vol que j'avais moi-même commis. Je crus d'abord que le vieil abbé m'avait démasqué, mais il n'en était rien. Cependant, ma situation était précaire, et il était clair qu'à tout moment, les choses pouvaient dégénérer. Il me fallait coûte que coûte mettre la relique en lieu sûr, sans trahir ma position. La solution prit alors une forme inattendue. Très vite, Margit s'était attiré ma sympathie. J'avais deviné que derrière sa nature bravache se dissimulait une réelle fragilité, et j'eus rapidement le sentiment qu'elle pourrait devenir mon alliée. Bien sûr, lorsque je lui révélai toute l'histoire et que je sortis la relique de sous le banc sur lequel j'étais assis, elle s'emporta, et la douleur cuisante que je ressentis longtemps à la joue gauche me tint lieu de châtiment. Mais après m'avoir copieusement agoni d'injures, amplement méritées, je le reconnais, elle accepta d'écouter ma proposition. Il lui suffirait d'emporter la relique avec elle, de descendre le fleuve jusqu'à un autre gué, où Fulchric l'attendrait avec un chariot, puis de partir vers l'ouest, rejoindre un ermitage en lisière d'une forêt que je connais bien. Un lieu où elle serait accueillie, protégée, et où son enfant pourrait naître et grandir en toute sécurité. Et surtout un lieu où la relique pourrait à nouveau disparaître. Elle accepta. Mais avait-elle seulement le choix ? Je me sentis enfin délivré du poids qui alourdissait mes épaules lorsque, me tenant au bord du fleuve, je suivis des yeux l'embarcation qui s'éloignait lentement en emportant Margit et son précieux bagage. Qu'est-elle devenue ? Ça, je n'ai jamais voulu le savoir, car ma mission était terminée. La suite, tu la connais, lecteur, ce duel stupide, l'arrivée providentielle d'Erispoé et la fausse piste sur laquelle j'envoyais les poursuivants. Tu connais maintenant mes pires mensonges, et bien entendu, tu te demandes à présent quelle a été ma pire trahison. Eh bien, c'est certainement d'avoir couché sur le vélin cette confession. J'avais juré d'emporter le secret sur cette affaire avec moi dans la tombe, mais aujourd'hui, au soir de ma vie, je ne me sens plus la force de porter ce fardeau. Alors, lecteur, fais de ces révélations ce que bon te semble. Colporte-les, brûle-les, qu'importe. Ce qui est primordial pour moi maintenant, c'est de libérer mon âme de ce poison qu'est le mensonge. Mais sois prévenu. À présent que tu as lu ces lignes, te voici complice. Jamais plus tu ne pourras prétendre que tu ne savais pas. Fin. Merci d'avoir suivi.